retrouve donc pour le quatrième et dernier épisode de la saison 1 des podcasts. Ça fait un petit temps que je devais vous la tourner et je n'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment. Donc du coup, on en est arrivé euh, au dernier moment, donc où je vous disais que je m'étais donc mariée avec quelqu'un qui était évidemment mon ami. C'était un mariage, comme on appelle ça, un mariage au pansement. Donc c'est-à-dire que ça s'est pas du tout bien passé. J'ai donc rencontré Dimitri à ce moment-là, en allant donc inviter les beaux-parents de Dimitri, qui étaient des amis de mon ex-mari, euh, à mon mariage. Donc voilà, et donc je suis tombée amoureuse. C'était un coup de foudre des deux côtés, du côté de Dimitri comme du côté de moi. C'était un coup de foudre ce jour-là quand on s'est vu chez ses beaux-parents. On a quand même tenu le coup, je me suis mariée, lui ben, il est resté avec sa copine. Mais on sentait que plus le temps passait, plus on avait des regards, plus il y avait des moments voilà, des moments où on était complètement dans notre bulle tous les deux et qu'on n'écoutait même pas les autres autour de nous. Vous doutez que j'ai très vite annulé le mariage. Mon ex-mari, évidemment, était tout à fait d'accord pour l'annuler parce qu'il s'est rendu compte, comme moi, que nous n'étions pas amoureux, mais qu'on était très amis, et on l'est toujours d'ailleurs, puisque il est toujours de mes contacts Facebook personnels. Quand il croise quelqu'un de ma famille, il lui dit bien bonjour. Et donc voilà. Du coup, j'ai donc rencontré Dimitri. Je suis tombée évidemment amoureuse de lui. Et à ce moment-là, j'étais, vous vous en doutez, pas bien, puisque c'était le moment où j'étais en grosse dépression, où je prenais énormément de médicaments et où j'avais essayé de faire un enfant malgré tout parce que c'est ce que je voulais absolument. Je savais que je devais être maman, je sentais que je devais être maman, mais le corps ne voulait pas. Et donc, c'était très long. Donc, du coup, en 2004, le 17 avril 2004, on a tout plaqué, moi et Dimitri, et on s'est mis en ménage sur 2 jours de temps. Donc, voilà. Ma maman l'a rencontré d'ailleurs après que je me sois mise en ménage parce qu'elle était partie en vacances. Et donc, on est arrivé avec mon papa, une remorque, le papa de Dimitri et une remorque également. On est arrivé, on a chargé tout ce qui était à moi, tout ce qui était meubles, etc., que j'avais. Après, tout le que j'ai racheté à gauche à droite. Donc, j'ai pris tout ce qui était à moi. Et j'ai démarré ma vie avec Dimitri, avec rien du tout, parce qu'il n'avait pas d'emploi, moi non plus. Et donc, voilà, on a démarré comme ça dans une maison louée à un de ses amis qui venait de terminer plus ou moins les travaux. Et donc, on est resté 6 mois dans cette maison-là, le temps que Dimitri se trouve un emploi comme intérimaire. Et puis, ça s'est lancé tout doucement. Le 15 mai 2015, on s'est fiancés. 2005, excusez-moi, 2015. Le 15 mai 2005, on s'est fiancés et le 12 août 2006, on s'est mariés. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'étais sous médicaments, je prenais de grosses doses de médicaments et donc je voulais un enfant, donc je savais qu'il fallait que j'arrête les médicaments. Et donc j'ai été suivie en neuropédiatre, en neuro, en psycho. Je mélange avec Angelina, ça devient compliqué. J'ai été suivie par un psychiatre, voilà, une psychiatre, on va dire ça comme ça, c'était une neurologue, pas neurologue, mais voilà, c'était un psychiatre, quoi. Et donc j'étais suivie par une psychiatre pendant 4 ans. Et en même temps, on a fait des tests parce que j'avais dit à Dimitri que je ne savais avoir d'enfant et que s'il voulait un enfant, il allait falloir passer par le médical ou il allait falloir passer par l'adoption. Et donc lui, il voulait des réponses. Donc on est allé trouver un- un gynécologue qui était déjà sur sa fin de carrière tout doucement, mais qui était très connu pour avoir déjà eu ce genre de soucis. Donc nous sommes allés trouver ce gynécologue-là. Il a fait plusieurs tests. On était en janvier 2007. Et il m'a dit si en janvier 2008, il y a pas de, vous n'êtes pas enceinte, à ce moment-là, je vous enverrai chez mon meilleur ami qui est à Montgodin, qui est un grand professeur contre la stérilité. Donc on a fait beaucoup d'examens. Il est avéré que la dose de Motilium que je prenais au quotidien bloquait mon hypophyse et que le fait d'avoir une méningite n'avait rien arrangé non plus. Donc j'ai stoppé
les motiliums. Et j'ai donc commencé un traitement en septembre 2007. Et donc en septembre, octobre, novembre, j'ai pris un traitement hormonal qui m'a fait prendre 10 kilos, donc il a bien fonctionné. En janvier, je n'ai pas été réglée. En décembre et en janvier, je n'ai pas été réglée. Tout le monde m'a dit t'es enceinte, t'es enceinte. Je ne voulais pas y croire. Et donc j'ai fait un test en mars. Et j'étais déjà enceinte évidemment de 10-12 semaines quand je ne l'ai pas su parce que je m'en doutais. Mais quand ça s'est marqué évidemment sur le test. Et donc j'en ai accouché. J'ai accouché dans mon premier loulou alors en octobre 2008. Donc voilà. Du coup, a suivi très très vite Valentino, qui est né le 25 février 2010, donc 14 mois après son frère. Et puis en juillet 2012, enfin en décembre 2011, j'ai appris que j'étais enceinte de Zoé. En février 2012, on a emménagé ici sur la région bourinoise. On a quitté Andenne pour venir sur Morin parce que mon mari avait été licencié. C'est là qu'on a connu évidemment les grosses galères et les gros problèmes financiers parce qu'on n'a pas réussi à retrouver enfin, il n'a pas réussi à retrouver un emploi très vite. Je vous ferai une vidéo sur ces passages de problèmes financiers. Je vais accélérer évidemment. Et donc en juillet 2012, j'ai accouché de Zoé et en mai 2016, j'ai accouché d'Angelina. Donc voilà pour les grands moments de notre vie. Donc voilà, c'était un passage important pour moi parce que maintenant nous sommes en novembre, fin novembre, bientôt décembre, en fin novembre 2019. Et je n'ai plus de médicaments à ce jour. Ça fait maintenant je vais dire, ça fait maintenant presque 9 ans que je ne prends plus d'antidépresseurs, que je ne prends plus de Motilium, que je ne prends plus de Trazolan, de Cipralexa, de choses ainsi. Ça fait maintenant 9 ans que je ne prends plus rien. Euh, je pense que la rencontre avec Dimitri m'a sauvée parce que sinon j'aurais coulé et j'aurais bien coulé, je pense. Je ne serais pas en tout cas où je suis maintenant. Euh, Dimitri a toujours été très présent. Dimitri est au courant, évidemment, de tout. Dimitri sait mon, mon ressenti vis-à-vis de la mort de mon fiancé. Il sait évidemment que je vis avec cette mort sur la conscience, hein. Allez voir le 3e épisode du podcast. Et donc, la miniature, c'est un cercueil, donc vous aurez facile de reconnaître. Donc lui sait tous mes états d'âme, lui sait par où je suis passée, il était là le jour où j'ai fait ma 2e tentative de suicide, et donc il sait par où je suis passée, mais maintenant je me sens bien. Maintenant j'ai la chance évidemment d'avoir Dimitri, d'avoir ma famille. Alors pour ce qui est de cette époque, je n'ai plus aucun contact avec les amis que j'avais à l'époque. Donc voilà, je n'ai plus de contact du tout avec les amis que j'avais à l'époque. J'ai quitté la ville d'Andenne pendant presque 8 ans, parce que j'ai quitté en 2012 et je vais y retourner en juillet 2020. Donc j'ai quitté pendant plus de 8 ans la ville d'Andenne pour justement, je pense, que les gens m'oublient et oublient cette histoire, parce que c'est une histoire qui a marqué énormément. C'était un pompier andennais, donc ça a marqué beaucoup, beaucoup les gens. C'est passé dans le Ver-Avenir. Les noms en plus ont été donnés, donc fatalement on savait qui j'étais. Je suis en plus la fille d'une institutrice, donc dans une école, dans une très grosse école, l'Athénée. Donc voilà, j'étais assez connue et de cette époque, je n'ai rien gardé. Donc voilà, je ne pourrais même pas vous montrer une photo de Cédric ni de quoi que ce soit parce que je n'en ai pas. J'en ai pas gardé, je n'ai rien gardé du tout. Tout ce que j'ai, c'est dans mon cœur et dans ma tête. J'ai pas, j'ai pas voulu euh, garder quoi que ce soit. Je pense qu'il doit y avoir une photo chez ma maman. Je pense que dans le couloir chez ma maman, il y a une photo, mais je ne la regarde jamais, donc je pense qu'elle y est toujours. Mais en tout cas, moi, je n'ai rien gardé de cette époque. Même pas un truc à lui, rien du tout. Ma bague de fiançailles est partie dans le cercueil avec lui. Je n'ai vraiment, je vous dis, je n'ai rien gardé. Je ne vais jamais sur sa tombe. Je n'en ressens pas le besoin. Donc, je ne sais pas que je veux nier parce que je vous en parle et j'en parle régulièrement. Et je sais que c'est arrivé et je sais que ça m'a marqué à vie et je sais que
je n'ai plus jamais été pareil depuis ce décès. Les enfants sont au courant, les grands, je pense, euh, sont vaguement au courant parce qu'ils en entendent parler et que je leur en ai parlé avec des mots simples. Et donc ils sont au courant que avant papa, j'ai eu deux autres, entre guillemets, deux autres, euh, deux autres personnes. Ils connaissent mon ex-mari, ils l'ont déjà vu. Par contre, je donne pas de prénom, évidemment, parce que lui, il est toujours vivant, mais je le protège. Mais évidemment, ils l'ont déjà vu. Il a déjà vu mes enfants également, donc voilà. Mais ils savent évidemment que j'ai perdu mon fiancé dans un accident de voiture. Ils savent tout ça, donc voilà. Angie, évidemment, ne le sait pas, elle le saura peut-être sûrement un jour, parce qu'on en parle de temps en temps le samedi à table. C'est quelque chose qui n'est pas tabou du tout. Donc voilà, moi j'en parle facilement. Ce n'est pas tabou. Je parle aussi très facilement du fait que je m'en veux de cette mort. Donc c'est pas des choses qui sont tabous, quoi. Je veux dire, j'ai appris grâce à ma neuropsychiatre, voilà, c'est neuropsychiatre, j'ai réussi à le dire. Grâce à ma neuropsychiatre qui m'a traité pendant 5 ans, j'ai appris à tout mettre dans des tiroirs. Et donc j'ai appris à gérer tout ça. Et donc maintenant, je gère encore, je pense, du coup mieux et plus facilement. Et si vous entendez des petits bruits, c'est mes deux chats qui sont en train de se boustifier, là, ici. Ils se battent. Je sais pas pourquoi. Ils sont en train de se battre dans toute la chaise. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai appris à mettre tout ça dans des boîtes. Et donc du coup, je pense que les choses qui sont arrivées après, parce qu'on a perdu, j'ai perdu une grand-mère, j'ai perdu un cousin, j'ai perdu des gens après. Et je pense que j'ai eu facile, entre guillemets, de faire mon deuil parce que j'ai justement eu ces 5 ans de psycho qui m'ont fait que j'ai pu mettre plein de choses au placard dans des petites boîtes et que j'arrive donc du coup à faire facilement mon deuil. Le fait aussi d'avoir fait 3 ans d'agent des pompes funèbres, 1 an d'études et 2 ans de stage, m'ont permis aussi d'être face à la mort au quotidien et de pouvoir justement, ça m'a permis aussi, je pense, d'être une grosse thérapie, d'avoir été pompe funèbre. Je suis diplômée d'ailleurs pompe funèbre, mais je ne pratique pas parce que j'ai décidé d'être maman au foyer. Donc voilà, c'est une décision, ça aussi j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, mais j'en parle ouvertement, les enfants, les grands en tout cas, les deux grands sont au courant, je pense que Zoé aussi, je lui en ai parlé. Euh, Peut-être qu'un jour Angie en parlera et aura des questions à poser là-dessus, ben, j'y répondrai. D'ailleurs, je réponds aux questions, commentaires que vous mettez à chaque fois, j'y réponds, c'est vraiment un truc qui est pas tabou du tout. Mais enfin voilà, il y avait cette vie et maintenant il y a l'autre vie. Et donc, et cette vie-ci, je la vis pleinement et à fond. L'autre vie, elle est toujours là. Il y a eu un passage, c'est tout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien gardé de cette vie. Je ne vais jamais sur la tombe de Cédric. Mais voilà, je n'ai pas, je ne ressens pas, je ne ressens pas le besoin, je ne ressens pas l'utilité. Maintenant, je ne vais jamais sur les tombes de personne. Donc voilà, je pense que c'est dans ma nature. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Mais en tout cas, pour lui, je n'ai rien gardé du tout. Je n'ai vraiment rien gardé. J'ai tout balancé. Et les seules choses auxquelles je tenais, qui étaient la bague de fiançailles et une chaîne qu'il m'a offerte, sont dans le cercueil avec lui. Parce que j'étais jeune, j'avais 21 ans, et je savais que je pouvais pas être nonne quand même. Hein. Donc je savais qu'un jour je ferais peut-être ma vie, et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs d'avoir pu refaire ma vie. J'ai beaucoup de chance, je suis très entourée, j'ai une famille enfin, j'ai des parents qui ont toujours été présents, qui ont toujours été ouverts, qui ont été là tout le temps pour moi à ce moment-là. Et j'ai pas possibilité d'en parler avec beaucoup de personnes autour de moi. Je suis en train de regarder mon chat qui se gratte, je déconne. Et j'ai aussi pu en parler avec Cédric, avec Dimitri, de Cédric. Et, euh, et voilà, donc ça m'arrive encore d'en parler avec Dimitri. De toute façon, il ne prend pas la place, c'est pas un fantôme, c'est pas quelqu'un qui prend une place dans ma vie, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, c'est quelqu'un avec qui je devais me marier, c'est quelqu'un voilà, qui était là, et malheureusement que j'ai perdu, et que il faut, je pense, pas vivre avec, il faut avancer. Et je pense que c'est pour tout décès, je pense qu'il faut arriver à faire son deuil et à avancer. Les gens ici, voilà, ma famille, ma maman, mon papa, mon frère, mon filleul, ma,
mes enfants, mon mari, ces gens-là, ils sont là, ils sont vivants, ils ont pas besoin qu'on se focalise sur ça. Et ils sont là, ils ont besoin de moi, et moi j'ai besoin d'eux. Et donc voilà, cette nouvelle vie, elle me plaît. Euh, voilà, c'est ma vie, je l'ai choisie. Celle-ci, en tout cas, je l'ai choisie. Et voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. J'en ferai sûrement début 2020. Donc là, je vais enchaîner sur une autre vidéo. Donc du coup, je vais tourner une deuxième vidéo tant que je suis ici. Je vous fais des bisous. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, en dessous des vidéos, il y a le lien Utip. Le lien Utip, c'est-à-dire vous poussez sur ce lien, il est marqué Utip.io Mom for Mom Cat YouTube. Vous poussez dessus, c'est des petites publicités. Vous allez voir que vous avez mon mur qui va s'afficher, c'est les mêmes photos qu'ici. Vous poussez sur regarder des pubs et chaque pub que vous regardez, moi, me rapporte 3 cents. Donc merci. Du petit coup de pouce que vous ferez, ça ne vous coûte rien, vous, la pub. Ça vous fait voir une petite pub, vous n'êtes pas obligé de la regarder, vous pouvez aussi la laisser tourner comme ça, mais en tout cas, toutes les pubs que vous avez visionnées sur mon compte Utip vont nous permettre de gagner à chaque fois 3 cents, et bon, si tout le monde y va,